On est en train de virer fou, là. Mathieu Bock-Côté. Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les règles, c'est pour ces gens. Richard Martineau. C'est la queue qui agite le chien maintenant. Aïe, 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 aïe. C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas. La rencontre Martineau-Bock-Côté. Mathieu, j'espère que toi aussi, tu vas appuyer cette grande manifestation citoyenne et que le 23 juin, tu vas aller joyeusement chier dans la Seine. Non. Non. Est-ce que tu as vu passer ça, toi, l'hashtag Oui. Je chie dans la Seine? Okay. Non, mais regarde, la scène est l'objet de tous les fantasmes. J'ai vu ça. J'ai vu aussi par ailleurs que c'est un test pour les hommes politiques ou les femmes politiques d'annoncer qu'ils vont se baigner dans la Seine pour prouver qu'elle est enfin propre. Franchement, moi, la Seine, j'adore marcher à côté de la Seine. J'adore des bouquinistes à côté de la Seine. J'aime me promener dans cet environnement, mais je me prêterai à aucun rituel collectif, quel qu'il soit, scatologique ou politique, ou scato-politique même, comme dirait l'autre, autour de la Seine. Dieu m'en garde. Tout à fait. Moi, je viens de Verdun, comme tu le sais. À Verdun, depuis quelques années, il y a une plage à Verdun et on peut se baigner dans le fleuve, sauf qu'à chaque jour, on doit prendre un spécimen de l'eau pour savoir si un échantillon, merci Jean-François, pour savoir si l'eau est baignable aujourd'hui, parce que de temps en temps, il y a tellement d'excréments dans l'eau qu'on dit aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous baigner. Je pense que je vais laisser passer. Je pense qu'il y a des belles piscines à Montréal. Je suis pas sûr que je vais aller me baigner dans le fleuve, moi. Non, le plaisir de la décharge municipale, même s'il s'agit du fleuve ou d'autre chose. Non, on a chacun ses petits fantasmes dans la vie. Les miens ne se situent pas à ce niveau. Écoute, Mathieu, je pensais à toi en lisant Le Devoir. Il y a une nouvelle exposition au Musée de la Civilisation. C'est la nouvelle exposition permanente. Ça s'intitule Le Québec autrement dit. Et c'est un peu sur l'histoire du Québec. Et je veux te lire le texte qui présente cette exposition-là dans Le Devoir. Le Musée de la civilisation du Québec lance une nouvelle expo permanente autour du thème « La rencontre avec l'autre ». Il faut toujours qu'on parle du Québec, c'est tout le temps dans le regard de l'autre. Saluer l'autre. Là, il va y avoir beaucoup de trucs sur les Autochtones, les Premières Nations, très correct. Et sur les vagues d'immigration, très correct. Mais pourquoi c'est toujours, on va parler du Québec, mais dans le regard de l'autre? Non, mais regarde, ça, en plus, ça fait tellement passer date, c'est-à-dire l'obsession de l'altérité, il y a un côté très 2006 là-dedans, et là, on a envie de leur dire, premièrement, l'autre, il existe en lui-même, mais tu sais, quand on dit on doit s'ouvrir à l'autre, mais qui doit s'ouvrir? Il doit bien avoir une densité. Je n'ai pas comme seule identité que mon ouverture. Je ne suis pas qu'une fente. Je ne suis pas qu'ouverture. Je ne suis pas que béance. Bon, je dois bien avoir une forme de densité en moi-même. Eh ben non. Donc là, ensuite, il y a cette affaire-là qui me rend fou, c'est ouverture à l'autre. Mais quel autre et combien d'autres? Tous les autres ne sont pas interchangeables. Faut-il le rappeler? Les Anglais sont pas des Irlandais, qui sont pas des Turcs, qui sont pas des Grecs. Puis combien d'autres? Moi, je peux m'ouvrir là, comme peuple là, à, mettons, je sais pas, 10 autres qui arrivent, là, puis parfait. Mais quand t'as à peu près 500 000 autres chez toi, puis que t'es pas capable de les intégrer, ben c'est que tu deviens toi-même l'autre en ton propre pays. Tu deviens étranger chez toi. Mais c'est tellement... C'est le langage de l'époque. Un jour, on va écrire l'histoire de notre temps, comme on écrit l'histoire de l'art en régime soviétique. Il y avait le vocabulaire officiel, le réalisme socialiste. Il fallait que l'art serve le régime. Bon, ben les institutions servent le régime, encore une fois, ici, mais c'est le régime diversitaire. Mais tu sais, je vais, mettons, au Portugal. Tiens, je suis jamais allé. Je vais au Portugal et il y a le musée du Portugal et moi, je vais aller visiter ça pour mieux connaître l'histoire du Portugal. Mais c'est ça que je veux savoir. Racontez-moi votre histoire, pas l'histoire des autres. Si je veux savoir l'histoire des autres, je vais aller dans le musée des autres. Là, je vais au musée du Portugal. Racontez-moi l'histoire du Portugal, bâtard. Mais c'est la double identité des Occidentaux. C'est-à-dire, soit, comme je dis, ils n'ont pas d'identité autre que l'ouverture, ou alors ils ont une identité, mais elle est négative. Donc, si on veut retrouver une densité identitaire, c'est à travers les crimes que nous aurions commis collectivement. Donc là, on a fait telle exclusion, telle discrimination, tel geste de racisme, tel geste de phobie. Donc, c'est comme... D'ailleurs, ça me rappelle une déclaration de François Hollande au moment des vagues d'attentats au milieu des années 2010, autour de ça. François Hollande, il dit, parlant d'un assassin, ou à tout le moins d'un criminel, il dit oui, c'est un Français, même un Français de souche.
Alors, c'est très intéressant comme formule, parce que on nous explique sans cesse que le français de souche n'existe pas. Hein, il y a tellement de diversité, de métissage, le français de souche n'existe pas. Sauf quand vient le temps de dire que oui, regardez, puis il est même criminel. Donc, il ne surgit dans son identité que sur le mode négatif. Les Québécois de souche ou les Canadiens français, je sais plus comment on doit s'appeler, on existe encore. Ben oui, on existe. On a des ceintures fléchées, des sirops d'érable, du pain trop blanc. Je me rappelle une chroniqueuse qui disait que ça faisait... Elle habitait à Rosemont, elle n'aimait pas ça, c'était trop pain blanc tranché Weston. Bon. Et on a une identité, mais elle est négative. On a une identité, on doit s'en délivrer pour devenir l'autre qui va nous régénérer telle une figure messianique extérieure. Merci. C'est ça. Tu sais, je verrais ça dans le Musée national du Canada, parce que le Canada se dit lui-même un État post-national. Le Canada se dit, nous n'avons pas d'autre identité que l'autre. Nous sommes un hôtel. Nous sommes, si l'autre venait pas chez nous, on n'existerait pas. Nous ne serions que béance, comme tu disais, de façon fort poétique, fort jolie. Mais au Québec, c'est pas comme ça qu'on se considère. Non, mais on s'est jamais vu comme ça. Et j'ajouterais que le Canada, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est l'histoire même de sa fondation. Le Canada était d'abord le pays fondé par les Français. C'est comme ça. Ensuite, les Anglais sont arrivés, puis c'est devenu un pays britannique avec une minorité résiduelle en française qu'il fallait faire disparaître. Les Canadiens français, à partir de la fin du 19e, ont dit en fait, c'est deux peuples fondateurs. Henri Bourassa, d'autres disent ça. Pourquoi on dit ça? Parce que c'était une autre manière de rendre acceptable un pays où, dans les faits, on était une minorité ethnique écrasée. Donc là, on est un peuple fondateur. Mais les Anglais n'ont jamais embarqué là-dedans. Puis un jour, le Canada, par ailleurs, le discours sur les peuples fondateurs s'est effacé devant un nouveau discours sur les nouveaux fondateurs. C'est les Amérindiens. Là, on dit désormais, c'est les peuples premiers. Et les Anglais, et les Français, et les Anglais, tout ça. Ensuite, c'est les vagues migratoires qui ont suivi. Donc, John Saul avait écrit un livre autour de ce thème il y a quelques années. Et je note que, j'en avais parlé dans un de mes livres, il y a quelques années, le ministère de l'Immigration au Québec faisait une histoire du Québec sur un de ses sites. Et il racontait notamment l'histoire du Québec. Puis il disait, il y avait d'abord des Amérindiens et ensuite il y a eu des vagues migratoires nombreuses qui ont construit ce pays. Donc la présence fondatrice des Françaises ne compte plus. Et dès lors, notre vérité se trouverait toujours dans la nouvelle vague qui vient nous définir, dans l'autre qui vient nous percuter, nous rencontrer. Donc ça en dit beaucoup, en fait, sur espèce de névrose identitaire des élites occidentales qui ne nous font exister que dans le néant ou que dans le négatif. Alors, dans le Devoir, on dit que le Québec est un territoire à l'histoire plurielle, que cette exposition qui s'intitule « Le Québec autrement dit », organisée sur le thème de la rencontre, intègre les thèmes du métissage et de l'immigration. Mais c'est insupportable. Non, franchement, à un moment donné, moi, je veux pas. Alors, franchement, je te dirais, serait-il possible de raconter l'histoire du Québec, là? On commence avec Garneau, qui était le premier anti-historien. Ensuite, on passe à Groulx, qui a réanimé la conscience historique autour des années 1910-1920. Ensuite, on passe à l'École de Montréal, qui a recentré la conscience historique autour du fait traumatique qu'est la conquête, et le débat avec l'École de Québec, l'École de Laval, qui disait non, notre retard, il est dû au catholicisme. Est-ce qu'on peut ensuite raconter l'histoire de la Révolution tranquille et de notre émancipation comme peuple? Est-ce qu'on peut raconter l'histoire de nos échecs parce que le Canada était capable de mettre en échec notre indépendance, mais le fait que comme peuple, on n'est jamais mort, puis on a multiplié les lois puis les gestes pour s'affranchir? C'est une histoire qui mériterait d'être racontée, celle-là, et pas si moche comme histoire. Et le Québec moderne, ça, je tiens à le dire, ces historiens intéressants, c'est souvent rarement des universitaires, mais quand je pense à la biographie de Shannon Groulx par Charles-Philippe Courtois, quand je pense à la biographie de Camille Lorrain par Picard, quand je pense aux 3 tomes de l'histoire de la biographie de Parizeau par Duchesne, quand je pense aux 4 tomes de la biographie de l'évêque par Pierre Godin, on a eu des figures. Quand Jean-François Lisée nous a raconté dans Le Tricheur et le Naufrageur l'histoire du début des années 90, quand le Québec aurait pu basculer, le Québec a eu ses historiens. C'était des historiens qui n'étaient pas toujours patentés, comme on dit, mais je pense qu'on doit les lire pour se retrouver soi-même, parce que si on se fie aux institutions, on va se perdre en chemin. Oui, puis c'est le musée de la civilisation qui est un musée woke. Hein? C'est vraiment le musée woke. Récemment, il y a eu une exposition sur la théorie du genre, là où on nous enfonçait ça dans la gorge. Et il y avait eu d'ailleurs, comme quoi tout est dans tout, et on revient à notre première discussion, il y avait eu une exposition sur le caca aussi. Je me souviens, une exposition sur la merde.
Je note que c'est tout à fait universel. Alors, tous les peuples ont des excréments. Ça, c'est comme ça. Tous les êtres humains, depuis la nuit des temps jusqu'à la fin des temps. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ce que je dis c'est que c'est insupportable, cette propagande, nonobstant le côté un peu bizarre qu'on vient d'évoquer, c'est insupportable, cette propagande de rééducation permanente des peuples pour les amener à sacrifier leur identité en présentant toujours ça comme une mentalité désuète, une mentalité à l'ancienne, une mentalité figée, et on devrait toujours s'affranchir de soi-même. Je veux dire, à un moment donné, je vais dire une phrase particulière, l'idée de la fidélité aux ancêtres. Dieu sait que j'ai pas envie de vivre autour d'un poêle à bois, là, mais dans l'histoire des peuples, on a toujours honoré ceux qui étaient là avant nous, qui avaient rendu possible notre existence aujourd'hui. Moi, j'aurais envie d'honorer à la fois ceux qui ont fondé ce pays, donc les habitants, plus les coureurs des bois qui ont étendu la France à la grandeur de l'Amérique, l'esprit français à la grandeur de l'Amérique. J'aurais envie de célébrer ceux qui ont résisté après la conquête, qui se sont pas laissés écraser. J'aurais envie de célébrer ceux qui ont redonné leurs droits aux Canadiens français en se battant contre l'Empire britannique, les patriotes. Puis après ça, ceux qui ont défendu nos droits dans un cadre politique qui était fondamentalement hostile. J'ai envie de célébrer tous ceux qui, dans les années 10, 20, 30, 40, 50 ont gardé la flamme vivante de la résistance québécoise. Puis pourquoi pas Honoré Mercier et Duplessis tout à la fois, sans oublier ensuite Jean Lesage, Daniel Johnson, René Lévesque et ceux qui ont suivi. Est-ce que c'est une histoire qu'on pourrait célébrer aussi de temps en temps, ou mieux vaudrait-il s'effacer soi-même pour être enfin digne de la vertu inclusive? Écoute, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est une exposition permanente, c'est au Musée de la Civilisation. Donc, tu vois, le nouveau musée d'histoire nationale va être aussi dans le Vieux-Québec. Donc, il y a déjà ce musée-là, le Musée de la Civilisation, avec son exposition permanente sur le Québec vu par les autres. C'est fait, check. J'espère que l'autre musée qui va s'établir va avoir le courage de parler de nous, de raconter notre histoire aussi. Ça ne veut pas dire qu'on exclut les autres. Absolument pas. Mais tu vois, tu viens de dire le mot de nous. Moi, ce que je note, c'est que depuis quelques années, en fait, depuis 95, on nous dit, ça c'est le nous, le retour du nous. Le nous, c'est la condition du collectif. Dire le nous, c'est pas simplement un tracé administratif et juridique. Le nous, c'est un peuple. Dire si les Polonais sont parvenus à se reconstituer comme un État indépendant après la Première Guerre mondiale, c'est parce qu'il y avait un nous polonais qui avait traversé l'histoire. Si Israël s'est constitué comme peuple, c'est qu'il y avait un nous juif qui avait traversé l'histoire. Si les Palestiniens veulent aussi aspirer à l'indépendance politique, aspirer à l'indépendance, c'est parce qu'il y a un nous palestinien qui s'ancre lui aussi dans son histoire. Si les Écossais n'ont toujours pas renoncé à exister collectivement, c'est parce que nous, à un moment donné, c'est fascinant cette aversion pour le nous, puis toujours cette stupidité, parce qu'il y en a quand même là-dedans, c'est que l'autre a droit à son identité. Là, on demande pas aux Grecs, à l'Italien, aux Pakistanais qui arrivent chez nous de s'effacer. Lui, on doit le respecter dans son identité presque de manière folklorique. Mais quand il est le temps de s'intéresser aux Québécois, eux, leur vertu serait justement dans leur capacité d'effacement. On n'est pas obligé d'être d'accord avec ça. Et Mathieu, dans les années 70, je me souviens, c'était la vague des encyclopédies en fascicules. Okay? Chaque semaine, il y a un fascicule qui sortait. Mes parents allaient faire l'épicerie le jeudi, puis ils m'apportaient tout le temps la fascicule de l'encyclopédie Alpha, qui était une encyclopédie, un genre de gros dictionnaire. Et à un moment donné, il y a un historien qui s'intéressait beaucoup à l'histoire populaire du Québec. Là, je me souviens plus son nom. Jacques Lacourcière avec nos racines. Jacques Lacourcière avec nos racines. Jacques Lacourcière qui est arrivé avec cette encyclopédie en fascicule qui s'intitulait Nos racines. Nous, notre histoire. Alors, tu sais, aujourd'hui, là, ça serait très mal vu, là. Puis c'en est un qui a compté dans la mise en valeur de l'histoire populaire du Québec. Donc, à un moment donné, il va faire... Moi, je crois que les institutions productrices de savoir officielles ont souvent fait faillite sous le poids de l'idéologie. De ce point de vue, il va être nécessaire de se réapprendre soi-même. Il y a quelques excellents historiens qui font le boulot, mais ça va prendre du temps de se redécouvrir comme peuple en faisant l'économie de ceux qui veulent à tout prix nous défigurer pour nous faire disparaître ensuite. C'est ça. Et je reviens tout le temps là-dessus. Le 24 juin, lorsqu'on chante les chansons du Québec, là, comme... voyons, la fameuse chanson de Gilles Vigneault, c'est à ton tour de Genre du pays. Le genre du pays, etc. Il faut s'assurer à tout prix que chaque minorité soit respectée sur la scène. Quand on chante cette chanson-là, il ne faut pas que ce soit trop blanc, etc. Parce que là, elle devient honorable, elle devient acceptable seulement lorsqu'elle est chantée avec dans toutes sortes de tonalités et d'accents, avec toutes sortes d'instruments. Sinon, elle devient un peu douteuse. Chaque année, c'est comme ça. Mais bon. C'est la vie. Merci beaucoup. Au grand plaisir. Bye bye. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Il y aurait long à dire là-dessus. On se reparle, bien sûr, lundi.